Mise en place d'un système de vidéoprotection à l'aéroport international Cardinal Bernardin Gantin de Kadiaou. La modernisation de notre aéroport se poursuit, l'objectif étant de le conformer davantage aux normes et standards internationaux. La mise en place d'un système de vidéoprotection par l'acquisition d'équipements de récente génération vise à couvrir toutes les zones et points critiques de l'espace aéroportuaire. La solution à déployer devra ainsi garantir un niveau de sûreté de standard international, renforcer l'environnement de tranquillité et de sécurité au profit des voyageurs, protéger les lieux et équipements face au risque d'actes de malveillance et d'interventions illicites, renforcer les capacités d'intervention et d'identification éventuelles, favoriser les investigations judiciaires aux services et experts dédiés en cas de nécessité. À cet effet, le système de vidéosurveillance à déployer permettra d'assurer une visibilité totale et de réaliser l'imagerie de jour comme de nuit, afin qu'il soit possible de maintenir un contrôle complet du périmètre aéroportuaire ainsi qu'une maîtrise efficace et à plein temps des menaces potentielles. De même, il doit fournir des enregistrements en images numériques sur de longues périodes, être adapté aux besoins de rejouer et analyser les données audio et vidéo indépendamment des images en direct de la salle de contrôle avec la résolution et la clarté nécessaires pouvant être utilisées a posteriori en vue d'élucider les situations critiques qui pourraient advenir. C'est pour ces raisons que le Conseil s'est prononcé en faveur de la contractualisation par la Société des aéroports du Bénin avec un prestataire qualifié. Mesure d'interdiction temporaire de sortie des produits vivriers du territoire national. Le ministre de l'Industrie et du Commerce a fait au Conseil le point relatif à l'exportation informelle et massive de produits vivriers béninois, notamment le maïs, en direction des pays voisins. Au regard des résultats de la campagne agricole écoulée, la production nationale est suffisante pour satisfaire la consommation intérieure, à savoir, par exemple, 2,050 000 tonnes de cette céréale pour des besoins nationaux évalués à 1 million de tonnes. Mais il se trouve que la forte pression exercée sur ce produit, du fait de ces trafics incontrôlés, entraîne une envolée des prix sur nos marchés. En effet, de nombreux producteurs et commerçants sont portés à satisfaire les demandes en produits vivriers venant de pays étrangers au détriment du marché national. S'il est vrai que dans un contexte de libéralisme économique, c'est l'offre et la demande sur les marchés qui déterminent les prix et que la libre circulation des biens est admise dans notre espace communautaire, il n'en demeure pas moins que le phénomène prend une ampleur telle que le consommateur béninois en subit les conséquences. C'est pourquoi, dans le but d'assurer la disponibilité des produits à un coût raisonnable pour nos compatriotes, le Conseil, après avoir évalué et apprécié la situation, a décidé d'interdire temporairement, et ce jusqu'à nouvel ordre, toute exportation de céréales, maïs, riz, mil, sorgho, niébé, etc., de même que des tubercules et leurs dérivés, farine, dont le gari, etc. Les ministres concernés sont instruits de veiller à l'application stricte et sans complaisance de cette mesure. Il suffit que les autorités nigériennes le veuillent. S'ils le veulent ce soir, ce sera le cas. Nous disons, mais bien sûr, on ne peut pas dire que les échanges avec le Bénin sont interdits, que le Niger ne veut aucun échange avec le Bénin et demander que les bateaux pour le Niger viennent accoster dans nos eaux. Nous n'avons pas de conditions. Nous sommes ouverts, nous le voulons bien, ça dépend d'eux. C'est eux qui refusent, ce n'est pas le Bénin qui refuse. Ils refusent que le Bénin et le Niger échangent. Ils refusent que les camions traversent le Bénin. Ils refusent que le port de Cotonou serve le Niger. Ils refusent, moi je le veux bien. Donc je considère qu'ils refusent ici que la plateforme de Sémé serve le Niger. Le Niger ne nous a pas saisis officiellement d'une raison particulière pour laquelle ils ont gardé leurs frontières fermées. Ils ne nous ont pas saisis officiellement non plus de leur volonté d'envoyer des bateaux chargés. Ils ne l'ont pas dit. Ce sont
des entreprises chinoises qui nous informent des intentions des autorités nigériennes. Et même cette formule n'est pas convenable. Les États ne changent pas entre eux via des prestataires privés. Non, nous sommes ouverts, nous attendons. Et nous avons seulement dit aux Chinois qu'attention, il ne peut pas avoir de bateaux chinois dans nos eaux pour charger des produits nigériens que les Nigériens eux-mêmes ont interdit de traverser le Bénin. Ce sont les Nigériens qui interdisent cela. Quand vous fermez vos frontières, vous fermez des frontières pour les produits allant chez vous, pareil pour les produits venant de chez vous vers nous. Donc les Nigériens ont interdit, nous avons dit aux Chinois, attention, ce n'est pas nous. Nous prenons acte des dispositions que les Nigériens ont mises en place actuellement dans le cadre des échanges entre le Bénin et le Niger. C'est pour prévenir les Chinois afin que les bateaux ne viennent pas rester dans nos eaux indéfiniment, et pour les faire comprendre qu'attention, vous ne pouvez pas venir charger des produits alors que les Nigériens refusent. J'ai personnellement envoyé des émissaires, le ministre des Affaires étrangères. Nous tentons de parler avec eux. Nous sommes même actifs dans le rétablissement de la coopération avec le Niger. Et là-bas, on n'a pas de réponse. Je vous le dis, je suis malheureux. Et il n'y a pas de raison que le Bénin ne veuille entretenir avec le Niger des relations d'amitié, de fraternité, de bon voisinage. Nous avons donné également notre approbation pour les formalités de mise en œuvre du pipeline qui conduit le pétrole nigérien au Bénin et pour être chargé sur la plateforme de Sémé où des bateaux viendront accoster pour charger le pétrole nigérien par le pipe. Mais tout cela relève d'échanges formels, organisés, structurés, parce qu'il y a un contrat qui lie le Niger, le Bénin et les entreprises chinoises partenaires du Niger. Nous avons permis que les travaux préparatoires aient lieu au Bénin ici, et les Nigériens sont venus assister à ces travaux-là, bien que la frontière soit fermée du côté du Niger. Et il est question que dans les tout prochains jours, les autorités nigériennes, à un plus haut niveau, viennent au Bénin pour inaugurer le démarrage des activités de livraison de pétrole. Et que donc des bateaux viennent à Sémé pour charger. Mais nous avons dit que cela ne peut pas se faire de manière informelle, comme c'est le cas des denrées qui vont au Niger. C'est vrai que pour nourrir nos frères et sœurs, pour vendre des céréales au Niger, nous avons permis que l'informel règne parce que c'est quand même nos frères et sœurs qui ont besoin de manger. Mais est-ce que nous allons transformer toutes les relations économiques, sociales, politiques entre le Niger et le Bénin en informel? Et ça, c'est trop sérieux. C'est des contrats qui lient trois pays, des entreprises et consorts. Nous avons dit ça ne peut pas être informel. Il faut que les relations économiques, les relations d'échange soient rétablies pour que les biens, notamment de ce pétrole, puissent traverser le Bénin, être chargés et consorts. C'est ce que nous avons dit. Nous n'avons pas reçu de réponse. Non, c'est à croire que les autorités nigériennes préfèrent que le pétrole nigérien traverse le Bénin de manière informelle, soit chargé dans nos eaux de manière informelle, parce qu'ils estiment que le Bénin est un pays ennemi, peut-être que les autorités béninoises sont des ennemis. Alors, si nous sommes vus comme des ennemis, alors notre maïs aussi doit être vu comme un maïs ennemi. Le sorgho, le mil qui va au Niger, sont-ils devenus des produits ennemis du Niger? Et pourtant, nous les laissons partir. On ne peut pas nous voir comme des ennemis et vouloir de nos biens, de nos efforts, de notre collaboration, autrement que dans l'adversité également. Ce n'est pas notre vision à nous. Le Niger est un pays ami. Les Nigériens sont nos frères et nos sœurs. Les autorités nigériennes sont des partenaires, sont nos confrères, que nous pouvons travailler ensemble. Et nous avons dit que nos eaux, les eaux territoriales du Bénin, qui font partie de l'espace du territoire du Bénin, ne peuvent pas faire l'objet d'un trafic illicite, pas faire l'objet d'échanges informels. Si vous voulez charger votre pétrole sur nos plateformes, dans nos eaux, alors vous devez considérer que le Bénin n'est pas un pays ennemi et que le territoire du Bénin ne peut pas faire l'objet de trafic illicite ou bien alors d'échanges informels. Et ce n'est pas que nous avons refusé de mettre à contribution notre territoire
notre administration, nos moyens pour les échanges entre le Niger et le Bénin. Nous disons que cela doit se faire de manière formelle. C'est tout. Si demain, les autorités nigériennes décident de collaborer avec le Bénin de manière formelle, les bateaux viendront charger. Mais pas dans un environnement d'informel et d'adversité qui ne se justifie point. Voilà la situation. Et je suis malheureux de le constater et j'appelle de tous mes voeux les autorités nigériennes pour que le Bénin et le Niger retrouvent la fraternité qui a toujours existé et les rassurer que le Bénin n'agressera jamais le Niger. Il n'est pas de notre intérêt. Nous n'avons aucun intérêt à le faire, ce n'est pas de nos intentions. Pourquoi on le ferait? Pourquoi le Bénin serait un pays ennemi, adversaire du Niger? Pourquoi les autorités béninoises seraient des adversaires des autorités nigériennes? Il n'y a pas de raison pour cela. Donc je saisis cette occasion pour leur adresser un message de fraternité, d'amitié, de solidarité et dire que le Bénin restera dans cette dynamique tout le temps, aussi longtemps qu'eux le voudraient. Il s'avère aujourd'hui nécessaire et important que les parents puissent aborder ce sujet avec leurs enfants de manière ouverte et honnête. S'il est bien conduit, pourrait permettre également aux parents de transmettre les normes et les valeurs culturelles en matière de sexualité aux enfants. Le dialogue parents-enfants en matière de sexualité permet de prévenir les comportements à risque tels que les relations sexuelles précoces, les grossesses non désirées et les infections sexuellement transmissibles. À l'analyse, il n'est pas exclu d'affirmer que le manque de dialogue parents-enfants est souvent à la base des situations de dépression des enfants, de grossesses non désirées, des avortements non sécurisés, pour ne citer que ces exemples que nous enregistrons quotidiennement dans nos villes et campagnes. Vous conviendrez avec moi, bien évidemment, la nécessité de renforcer les liens familiaux et de créer un climat de confiance entre les parents et les enfants en vue du développement socio-émotionnel de ces derniers. Cette activité est une nouvelle étape importante dans l'engagement du Parlement à travers le réseau en faveur du dialogue parents-enfants. Elle nous permettra d'acquérir des connaissances et des compétences précieuses pour mieux comprendre les enjeux de ce sujet pour agir efficacement dans nos communautés. Je voudrais partager avec vous la conviction que les droits humains sont les droits dont disposent toutes les personnes, y compris les enfants, en vertu de leurs conditions humaines pour vivre libre et dans la dignité. Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a rencontré mardi son homologue sierra-léonais Timothy Kaba à Moscou pour discuter des relations bilatérales. En plus du renforcement de leurs liens diplomatiques, Moscou et Freetown réfléchissent à une coopération dans le domaine énergétique. Aujourd'hui, je suis très heureux d'être ici pour contribuer à approfondir et à renforcer la coopération entre nos pays. Et je voudrais féliciter le président Vladimir Poutine pour sa victoire confiante et son investiture aujourd'hui. Et lui souhaiter ainsi qu'à tout le peuple russe davantage de prospérité. Lavrov a qualifié la Sierra Leone de partenaire fiable traditionnel en Afrique. Nous prévoyons d'ouvrir de nouvelles missions diplomatiques sur le continent africain, notamment à Freetown. Nous prévoyons de le faire cette année, avant la fin de l'année. Toutes les décisions nécessaires ont été prises. Il faut les mettre en œuvre. C'est une phase pratique et nous y travaillons. Le chef de la diplomatie russe a également annoncé que les deux pays envisageaient une coopération dans le domaine de l'énergie, notamment la possibilité de construire une centrale nucléaire en Sierra Leone. Dans les encablures du mont Kenya, ces gardes forestiers vont relâcher 2 bongos. Chiffre qui peut paraître anodin,
Mais la population de ces grandes antilopes des forêts tropicales n'excède pas les 100 individus. L'espèce est foncièrement menacée. Nous les avons réintroduits dans la forêt du mont Kenya qui, nous le savons, est une ancienne aire de répartition des bongos. Les bongos y vivaient et aujourd'hui, nous avons été témoins encore une fois de leur renvoi dans leur habitat sauvage, dans leur ancienne aire de répartition. Afin de mieux s'adapter à leur milieu naturel, ces antilopes reçoivent une partie de leur alimentation des autorités et associations kenyanes de protection animale. Puis elles sont progressivement amenées à survivre toutes seules et se reproduire. Mais les menaces sont réelles. Le braconnage pour la viande de brousse, puis le commerce avec ceux qui voudraient garder les bongos, et enfin la chasse pour les trophées, la peau et les cornes. C'est ce qui a fait chuter le nombre de bongos. C'est pourquoi la seule voie possible de rétablissement est de les reproduire et de les renvoyer à la vie sauvage. Ces antilopes sont classifiées espèces en danger critique par l'Union internationale de la conservation de la nature. Les autorités kenyanes envisagent d'en relâcher encore 50 d'ici à 2025. Les terribles inondations au Kenya commencent à déboucher sur une épidémie de choléra. Déjà 44 cas signalés dans le comté de la rivière Tana, le plus impacté par la vague de crue, et l'inquiétude grandit avec le risque de prolifération de maladies transmises par les eaux. Dans un communiqué publié mardi, l'Organisation mondiale de la santé a souligné les efforts de collaboration avec les autorités kenyanes et d'autres agences afin de répondre aux problèmes de santé exacerbés par les inondations dans le pays. Selon le Dr Pius Mutuku, médecin épidémiologiste au ministère de la Santé, l'impact des inondations a entraîné la fermeture de 14 établissements de santé et une insuffisance de centres de traitement d'eau suivie d'une pénurie d'eau potable pour au moins 3000 personnes. L'OMS distribue des kits de prévention. L'effondrement lundi d'un immeuble en construction à George en Afrique du Sud a fait au moins 7 morts. Si plusieurs ouvriers du chantier ont été extirpés des gravats, des dizaines d'autres manquent encore à l'appel. Les opérations de secours jugées délicates se poursuivaient mardi. Tout d'abord, nous procédons à ce que nous appelons une analyse de ligne. Vous marchez dans toute la zone afin de détecter d'éventuels cris des victimes. Nous avons effectivement entendu des gens crier dans les décombres. C'était donc le premier point. Puis les chiens interviennent et procèdent à une vérification. Une fois que les chiens ont identifié une personne, nous disposons d'un équipement de haute technologie qui nous permet de trianguler et de localiser l'endroit où la victime est piégée. Au total, 75 personnes travaillaient sur ce chantier. La police sud-africaine a ouvert une enquête pour déterminer les causes de l'effondrement. La flamme olympique est arrivée en France. 100 ans après les derniers JO d'été en France et à 79 jours de la cérémonie d'ouverture des Jeux de Paris, la flamme olympique a fait son entrée au sein du Vieux-Port de Marseille mercredi. En présence du président de la République Emmanuel Macron, le voilier a été accueilli par un feu d'artifice et un show de la patrouille de France. Le moment est solennel. Acclamés par plus de 150 000 personnes, les athlètes Florent Manodou et Nathalie Keita et l'emblématique rappeur marseillais Jules ont été les premiers porteurs de la flamme qui traversera 65 villes hôtes et plus de 400 communes avant de reposer à Paris à partir du 26 juillet. L'arrivée de la flamme olympique consacre le début effectif des festivités liées aux Jeux de Paris. Le mois d'avril a été le plus chaud jamais enregistré en moyenne mondiale.
C'est ce que révèlent les dernières données publiées par Copernicus, l'agence européenne chargée du changement climatique. Depuis juin 2023, tous les mois ont battu leur propre record mensuel de chaleur. Avril 2024 a connu une température moyenne de 15,3 degrés Celsius, soit 1,58 degrés de plus qu'un mois d'avril normal. Si vous regardez la température, c'est encore une fois un autre mois record. Cela signifie que les séquences des mois records qui ont commencé l'année dernière en juin se poursuivent. Et maintenant, nous sommes au 11e mois. Cela concerne la moyenne mondiale. Cela est également vrai pour la température de la surface de la mer. De nombreuses régions du monde ont connu les plus fortes augmentations de température. Aux quatre coins de l'Afrique, des records de température pour cette période de l'année ont été battus. Début avril, une vague de chaleur s'est abattue sur le Mali, où les températures ont frôlé les 49 degrés à l'ombre. Il s'agit non seulement de la température la plus élevée jamais mesurée au début du mois d'avril au Mali, mais aussi en Afrique et dans le monde entier. Nous verrons encore et encore El Niño et la Niña alterner. Nous verrons des années plus fraîches, plus humides et plus sèches, mais c'est la tendance qui compte et la tendance va vers un climat plus chaud. Ces tendances se confirment dans plusieurs pays. Le Maroc, qui fait face à sa 6e année consécutive de sécheresse, connaît actuellement une canicule, avec des températures allant de 37 à 44 degrés. Les frappes se poursuivent à Rafah ce mercredi, deuxième jour de l'opération lancée par Israël sur la ville située au sud de la bande de Gaza. La prise de contrôle du passage de Rafah par les forces israéliennes et la fermeture du passage de Kerem Shalom bloquent les derniers points d'entrée restants pour l'aide humanitaire. Israël a lancé une opération visant à évacuer des dizaines de milliers de Palestiniens de l'est de la ville. Ils ont dit que nous devions partir, alors nous sommes venus ici, où il n'y a rien, pas de toilettes ni de tentes, et ma famille est composée de 20 personnes. Où pouvons-nous aller? Où pouvons-nous manger? Notre vie est misérable. Selon l'organisation Save the Children, la multiplication des frappes aériennes observées jusqu'à présent a déjà coûté la vie à des dizaines de jeunes. Au-delà des victimes directes, la vie d'1 million d'enfants sera en jeu, alerte l'organisation humanitaire. Face à la menace d'une offensive d'ampleur dans le sud de la bande de Gaza, les États-Unis ont posé ce mardi leur veto à une livraison de bombes.